ici Hello Bibio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Vous connaissez la chanson, pour soutenir mon contenu, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vais vous parler, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, dans les lectures que j'ai faites, il y a beaucoup de lectures que j'ai empruntées à la médiathèque et aussi des suites que j'ai reçues. Donc je vais essayer de pas trop m'attarder sur les suites. Mais on a du coup Spy X Family, le tome 13, le jour même que je l'ai reçu, je l'ai lu, hein. Faut pas déconner. Donc on est sur une histoire d'espionnage entre deux royaumes, et donc il y a le plus grand espion d'un des royaumes qui va essayer de monter une mission. Il va devoir avoir une famille parfaite pour faire cette mission. On est un peu à la Mr. et Mrs. Smith parce que Twilight, le soi-disant, enfin pas le soi-disant, l'espion le plus renommé, eh bien va se créer une famille. Il va adopter une petite fille, mais cette petite fille, sans le savoir, elle a des pouvoirs de télépathe. Il va demander à une jeune femme de bien vouloir devenir la belle-mère de cette jeune fille, donc de se marier avec lui, et sans le savoir, eh bien ça va être une mercenaire, et ils vont récupérer un chien, et ce chien a des dons de voyance à court terme. Donc franchement c'est assez folklore, et c'est très drôle justement, c'est de la comédie, il y a plein de quiproquos, de machins, de trucs, et c'est un petit bonbon, et enfin voilà, je sais pas quoi dire, c'est juste assez drôle, ça se prend vraiment pas la tête, il y a des quiproquos à tour larigot. J'aime beaucoup. Là c'est pareil, on a un peu plus de les clichés, les préjugés et tout, les castes sociales dans ce tome là. J'aime beaucoup aussi, enfin voilà, j'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus le coup de cœur du siècle. J'ai reçu et j'ai aussitôt lu aussi l'Atelier des sorciers, le tome 13. Wow, la claque que je me suis pris, je m'attendais pas du tout à ces bails. En fait, on démarre de l'Atelier des sorciers, pour vous faire le résumé, avec une jeune fille, Coco. On est dans un monde où il existe la magie, il y a les sorciers d'un côté, les médecins de l'autre, il y a de la magie légale et de la magie interdite, mais surtout, la magie, tout le monde ne peut pas la faire, c'est un secret, on ne sait pas comment les sorciers deviennent sorciers, voilà. Donc on part du principe que ceux qui naissent sorciers peuvent faire de la sorcellerie, mais ceux qui ne naissent pas ne peuvent pas le devenir. Et sauf que Coco va se rendre compte de comment on fait de la magie, et elle va essayer par elle-même d'en faire, mais elle va créer un cataclysme, elle va transformer sa mère en statue, et donc un sorcier plutôt bienfaisant va passer par là et va lui dire, bah, écoute, au lieu que tu finisses un peu en mode procès et tout, je vais te prendre sous mon aile, je vais devenir ton mentor et t'apprendre comment on fait la sorcellerie. Du coup, on va voilà, pendant tout cet homme, voir Coco, voir tous les gens qu'elle rencontre aussi, et voilà, on est vraiment dans une quête aventure et en même temps identité et apprentissage, tout ça, initiation. Là, dans ce tome 13, il s'est passé énormément de choses, vous vous en doutez, mais on est surtout sur, je pense que le thème principal de ce tome-là, c'est qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est juste, et tout ça c'est bien différent justement. Il y a de la magie qui est légale, il y a de la magie qui est illégale, et pourtant il y a des magies légales qui sont touchy, et des magies qui sont illégales, et qui pourraient justement aider les gens. Donc ça va, il y a toute cette histoire, cette dualité entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est légal, ce qui ne l'est pas. Il y a des choses qui sont illégales, et qui pourtant pourraient aider le plus grand nombre, mais voilà, enfin... ouais, c'est très borderline ce sujet-là, et j'ai trouvé ça ouf, parce que pour moi c'est quand même un manga jeunesse, et donc on est franchement sur un sujet qui est très touchy, et j'ai beaucoup aimé justement les nuances que c'est apporté, la noirceur aussi malheureusement, parce que plus on arrive justement et plus on grandit avec Coco, et un peu à l'instar d'Harry Potter, qui au début on est tout content dans le chemin de traverse avec les chapeaux, les grenouilles, les balais, et on finit quand même sur une guerre, voilà. Donc on est dans cette progression-là, là, plus on avance et plus on se rend compte que justement l'univers est sombre, et j'aime beaucoup. Salle de ambiance, ça n'a rien à voir celui-là, mais j'ai aussi lu Le goût des fraises au tome 4, et qui je crois doit être le dernier au vu de la couverture et de ce que j'en ai lu. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est étudiante pour devenir enseignante, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que son grand-père, qui a une plantation de fraises, a eu un accident, et donc du coup, entre ses études et le temps libre qu'elle a, elle va surtout aller beaucoup l'aider dans cette plantation de fraises, où elle va rencontrer le producteur qui habite juste à côté, qui lui aussi est un producteur de fraises, et une attirance va être acquise. Le souci, c'est que eux deux, ils ont 9 ou 11 ans, je sais plus, de différence, et eh bien très clairement, ça pose un peu de problème dans la relation, parce que lui justement, comme il est producteur et qu'il est plus âgé qu'elle, il a de l'expérience, et donc il lui apprend beaucoup de choses, et donc elle se sent un peu bête face à lui, et elle a un peu peur d'être une gamine, alors qu'elle est très attirée par lui, et lui à l'inverse, eh bien il a un peu peur que s'il déclare son attirance pour elle, elle le prenne pour un vieux pervers qui profite de la situation.
Donc voilà, vous voyez c'est un 4 tomes, la relation est déjà commencée depuis le 2e tome je crois, donc ça va assez vite et c'est hyper cool, c'est hyper frais, c'est vraiment tout mignon, c'est juste ce qu'il nous faut quand on a envie d'un petit bonbon shoujo. Moi j'adore. Je le mets un peu dans la même veine que L'amour est dans le thé, si je crois bien, sauf que celui-là il est visiblement plus court puisque vu comment se finit la fin du bouquin, je pense que c'est terminé, je sais pas s'il y aura une suite ou pas, mais je ne pense pas. Et on en parle de cette couverture qui spoil la fin. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment les graphistes là, à mettre des couvertures comme ça qui te spoilent littéralement la fin. T'es en mode pourquoi vous faites ça? Pourquoi? J'ai aussi lu que j'ai emprunté à la médiathèque le tome 6 et le tome 7 du Renard et du Tanuki. J'ai beaucoup aimé. Que dire d'autre? On est sur l'histoire Ilou, voilà, du renard noir qui a été, comment on peut dire ça, il a été maudit très clairement ce renard et donc il est rejeté par tous les renards de la montagne qui sont des renards blancs et jusqu'au jour où il va réussir à sortir du truc où il était emprisonné et il va avoir un petit tanuki qui va devoir aider à progresser et à devenir... c'est vraiment de la mythologie japonaise ou chinoise, je sais pas, asiatique, mais que je ne maîtrise pas. Donc, en gros, c'est pour devenir une créature céleste, voilà. Et il va être secondé par une petite renarde blanche qui, du coup, doit les surveiller. Et petit à petit, on va avoir justement ce crew qui va vraiment former une famille et qui est assez chou et qui doit affronter plein de choses. Par exemple, comme vous voyez, là, ils doivent affronter d'autres renards blancs qui ne sont pas d'accord. Ils doivent affronter aussi des loups qui ne sont pas d'accord, des chiens, des chats. Enfin bref, on va rencontrer plein d'animaux, justement, de la mythologie. Je ne sais pas comment ça se passe dans leur mythologie, mais du coup voilà, c'est assez intriguant et j'ai bien aimé le début de l'histoire. Quand j'ai vu que la médiathèque avait la suite, je me suis dit bon, je vais y aller. Et là, je suppose que c'est la fin du coup, parce que je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de suite. On est vraiment justement, comme je vous ai dit, sur la fin, sur l'affrontement final et sur la résolution du est-ce que le renard noir il est bénéfique ou il est maléfique au final. J'ai beaucoup aimé, c'est très chou, ça apporte beaucoup justement de nuances entre ce qu'on croit et ce qui est vrai et ce qu'on croit. Les apparences peuvent être trompeuses, le plus petit, le plus faible n'est pas toujours celui-là qu'on croit. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je trouve que c'est très bien en jeunesse, il y a plein de bonnes morales qui sont apportées et voilà, j'ai kiffé. Donc j'ai aussi lu à la médiathèque Le Jardin des Fées. Du coup, on est sur le tome 3, Le Trésor des Reines. On est sur l'histoire de cette jeune fille, qui est juste ici, qui va découvrir que, en fait, quand elle va aller chez son oncle, je crois, et elle va découvrir tout un secret autour des fées, et elle va découvrir, du coup, qu'elle est la bergère d'une ruche de fées. Et il y a un lien spécial qui va se créer avec une reine qui va décéder et qui va laisser place à une nouvelle reine. Et Marigold, du coup, va se lier avec cette bergère, et du coup, bergère en gros équivalent à gardienne de cette ruche, donc elle doit les protéger. Sauf que son oncle et sa tante vont s'en rendre compte et vont vouloir récupérer les fées, puisque les fées, les reines en tout cas, peuvent exaucer 3 souhaits et eux tout simplement ils sont très avides, ils veulent à la fois se sauver, je crois qu'ils ont une malédiction sur le truc, donc ils veulent se sauver de la malédiction et en même temps ils veulent de l'argent, ils veulent sauver la vie de je sais plus qui, pas du fils ou de la mère, je sais plus, enfin bref. Il y a un truc comme ça, sauf que elle, c'est pas du tout dans son délire. Elle est vraiment très... On est dans l'héroïne très altruiste, mais malheureusement très naïve. Parce que, un peu à l'instar de Cendrillon, elle a été élevée par sa mère, mais sa mère ne la trouvait pas intéressante. Donc, par exemple, elle ne sait pas lire. Elle ne sait pas lire une carte de géographie. Enfin, bref, pour une bergère qui est censée justement toujours être en migration, un peu comme les bergers et leurs moutons, c'est un peu compliqué. Et voilà. Donc on est dans ce tome 3 où eh bien, elle a réussi à s'extirper du manoir et là elle est en vadrouille justement parce qu'elle mène une quête pour essayer de trouver un nouveau jardin pour ses fées et cette nouvelle reine. Sauf que tout ne se passe pas exactement comme prévu et comme je vous ai dit, elle est extrêmement naïve et malheureusement il va lui arriver des mésaventures qu'il faut lire pour comprendre et suivre. Graphiquement, je trouve ça assez joli, bien que ça soit pas du tout dans la même vibe, parce que moi ce que j'adore par exemple tout ce qui est brume et tout ça avec des trucs enfin, ce que j'appelle vraiment des beaux graphismes, même si là faut pas se mentir, hein, c'est quand même très 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 joli, mais c'est pas le même style que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, vous voyez graphiquement c'est très beau, hein, mais c'est beau, mais pas dans ce que moi j'aime par-dessus tout, comme je vous ai dit par exemple brume, sorceline, ou voilà, c'est des graphiques bien spécifiques que j'aime. Donc j'ai bien aimé cette lecture, mais
Je lirai la suite parce que je suis quand même curieuse de savoir qu'est-ce qui va arriver comme mésaventures encore cette jeune fille. On n'est pas dans un coup de cœur. J'ai lu aussi le livre, alors je sais pas comment ça se prononce, hein, d'Aïla, voilà, Les Ruines des Deux Mondes, le tome 1. D'ailleurs, je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer par la suite parce que pour moi, il se suffit à lui-même, mais bon, c'est pas grave. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui va être en fait adoptée par une fermière et son mari et qui va être avec deux petits frères et sœurs qu'elle considère comme les siens, même si elle sait qu'elle est adoptée. Elle vient d'une espèce, en fait, il faut remonter, parce que c'est assez compliqué à expliquer. En fait, ça commence comme un conte. On a d'abord tout un conte qui nous explique justement la mythologie et tout du bouquin. Et, vous voyez, ça fait vraiment genre style conte, album. Et après, bien plus tard, on arrive à l'histoire qui est vraiment en format BD. Donc, au tout début, on nous explique justement que la déesse de la vie a créé 4 créatures qui pourra surveiller ce qui se passe sur Terre. Donc, on a les Mokai, les Mogai, qui surveillent les terrestres. On a les espèces de sirènes qui surveillent, elles, ce qui se passe dans l'eau. On a les fées qui surveillent ce qui se passe dans les airs. Et on a les Korrigan qui surveillent ce qui se passe dans les esprits, en fait. Et donc, elle descend d'une Mogai, elle descend d'une créature qui devait justement surveiller les terrestres, aussi bien du coup les animaux que les hommes, parce que les hommes sont des animaux. Le souci, c'est que... ah, et j'ai oublié, il y a les elfes. Les elfes, eux, c'est tout ce qui est végétal. Et donc elle sort d'une une Mogai assez puissante, et quand elle est née, en fait, il y a un esprit du cheval qui est né avec elle, et du coup, eh bien, on a très bien compris que c'était une Mogai, sauf que les humains, maintenant, ne sont plus alignés avec la magie et les créatures qui protègent la Terre, donc du coup, ils considèrent que tout ce qui est magique est néfaste, est sorcier. Vous voyez venir le délire. Donc, la jeune fermière qui va avoir accouché cette femme, quand elle voit l'esprit cheval, et qu'elle voit les gardes arriver pour tuer la sorcière et le bébé qui va avec, elle décide de prendre le bébé et de s'en aller avec. Sauf que cette jeune fille, depuis, a grandi, elle manifeste aussi de plus en plus de savoir et de pouvoir qu'elle n'est pas censée posséder, donc il y a comme ça des rumeurs qui vont commencer à naître. Donc elle va, elle aussi, s'échapper et du coup mener une quête pour retrouver ses semblables, sauf que, eh bien justement, ses semblables se cachent de plus en plus, voire vont carrément partir dans le monde de l'au-delà parce que, eh bien, très clairement, ils en ont marre des humains qu'ils considèrent être comme la ruine du monde, puisqu'ils détruisent tout sur leur passage et qu'ils brûlent les personnes qui sont censées les aider, les protéger. Encore une fois, je trouve que pour un jeunesse, c'est très beau, graphiquement c'est cool, l'histoire a une très bonne morale, et j'ai adoré en fait. Alors j'étais un peu perplexe comme je vous ai dit, parce que le début il commence comme vraiment un conte, et donc j'étais en mode vers où on va, et au final j'ai bien aimé parce que justement ça nous introduit la suite qui est vraiment pour le coup une BD, et j'ai bien aimé parce que justement il y a pas mal de qui je suis, de questionnements sur ce qui est bien, ce qui est mal, et puis la cruauté de l'humanité, on va pas se mentir, hein, c'est le sujet qui revient en ce moment beaucoup, comment les humains sont destructeurs, aussi bien pour eux-mêmes que pour la planète. Donc voilà, j'ai bien aimé et je le recommande, franchement, il est très chouette. Par contre, je me demande ce qui va se passer par la suite. Alors, je vous avoue que celui-là, le salon de beauté, je savais que j'allais être en PLS, mais je savais que j'allais être... Voilà, mais pas un PLS comme ça quand même. Alors, le salon de beauté, on est sur l'histoire d'un salon de coiffure, tout simplement, d'un salon d'esthétique qui est... comment dire ça, les employés, le patron, ce sont très clairement des travestis. Pour moi, c'est des drag queens. Et donc, ils s'occupent des femmes dans leur salon de beauté en étant en panoplie de drag queens avec leurs personnages. Et puis, le soir, ils vont faire le tapin, pas sous le bois de Boulogne, mais on est dans ce délire-là. Par contre, dans la vie de tous les jours, ils sont obligés de ne pas se vestir comme ça, puisqu'ils savent très bien que on est dans les années justement 90. S'ils traversent la rue dans cette tenue-là, eh bien, ils vont se faire traiter de travelots, ils vont se faire tabasser très clairement. On est dans une décennie qui n'est pas la nôtre actuellement, mais qui n'est quand même pas si lointaine que ça. C'est la décennie où je suis née, dans les années 90, je suis née en 94, donc moi j'étais trop petite pour comprendre cette période-là, mais quand je vois ce qui s'y passe, ça fait quand même un petit peu écho, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les années 90, justement, il y a eu l'apologie, enfin c'est pas l'apologie, mais il y a eu ce grand pic où on a découvert le sida et toute l'épidémie, comment elle s'est multipliée, développée, on en a beaucoup parlé, on a matraqué, il y a eu énormément
voilà, à la base justement on commence comme ça où c'est juste une rumeur dans la communauté LGBT et au final on a toute cette paranoïa puisque plus en plus de personnes elles ont le sida alors qu'elles ne sont pas forcément gays, mais ça dans les années 90 on ne le comprend pas parce que on associe justement cette maladie, le sida, au fait d'être homosexuel, mais ça c'est encore autre chose, c'était les mentalités qui étaient très différentes et il y a tout ce délire autour de, en fait, les personnes commencent à mourir du sida et la société ne s'en fout, en fait. Elle les laisse mourir, elle ne prend pas soin d'eux et on arrive à un moment où justement c'est une épidémie et il y a beaucoup de gens qui meurent et qui sont dans les rues en fait. Et ce gars-là qui a son salon, justement, il fait partie de la communauté queer et il va avoir de plus en plus de ses amis qui sont atteints du sida et il ne supporte pas de voir ça, comme on laisse mourir les gens. Donc il va transformer son salon de beauté en mouroir, hein, tout simplement. Il va, au lieu que les gens meurent dans la rue, il va les récupérer et il va les laver, leur donner à manger, s'occuper d'eux du mieux qu'il peut jusqu'à ce qu'ils décèdent, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de remède d'ailleurs. Il n'y a toujours pas de remède à proprement parler, mais maintenant on peut vivre avec le sida. Alors je ne sais plus c'est quoi le terme parce que je n'y connais pas, un disclaimer, je ne connais pas le sujet du tout sur le bout des doigts, mais je sais que maintenant on peut avoir un traitement qui permet en gros de ne pas le transmettre, d'être neutre, je crois que c'est ça le terme, et de pouvoir vivre plus longtemps avec cette maladie. Donc franchement, c'est une grosse claque parce que évidemment des amis à lui va avoir ce sida et c'est dur à lire. C'est beau, c'est très poétique et mon Dieu, j'avais tellement envie en sortant de ce bouquin de parler avec des personnes justement qui ont vécu les années 90 parce que moi j'étais trop petite, très clairement, je ne sais pas, et de lui demander si vraiment elle a eu ce ressenti-là, elle ou pas, ou si pas du tout en fait, si... elle était au courant de la chose, à mon avis, oui, mais est-ce qu'ils en parlaient autant? Est-ce qu'elle a vécu? Parce que, enfin... Voilà, j'avais envie d'en parler avec les gens pour savoir. Et je trouve que, justement, cette BD réussit magnifiquement bien le fait de transmettre un message et il faut parler, justement, de ces choses-là. Maintenant, évidemment, on en parle beaucoup moins parce qu'on a l'impression qu'on a vaincu la maladie et que, en gros, il suffit de mettre un préservatif et tout va bien pour vous, mais... je ne pense pas, sinon ça serait beaucoup trop simple et justement ça permet de se re-questionner et moi ce que je vous disais d'ailleurs, ce qui a fait écho en moi, c'est que comment sont traitées les victimes de cette maladie m'a énormément fait penser à la période Covid où justement les hôpitaux étaient surchargés, où on laissait les gens mourir, où on les envoyait dans... là en l'occurrence on les envoie carrément dans les fosses communes et ça m'a fait un petit peu penser à ça par moment et j'étais en mode wow, en fait c'était il y a 30 ans, mais ça n'a quasiment pas changé, en fait, les choses. Donc voilà, grosse claque, et franchement, lisez-le, il est très beau. Je me rends compte que j'ai énormément parlé sur celui-là, mais il est quand même très important. Donc on va essayer de parler moins longtemps sur Vampire Knight. Après Vampire Knight, si vous me suivez depuis un moment, vous devez connaître, parce que là on est quand même rendu au tome 7, et que j'ai commencé à tous les prendre depuis qu'ils sont sortis en parfaite édition, puis petit à petit je les achète. On est sur l'histoire de Yuki, c'est une jeune fille qui a été sauvée il y a 10 ans par ce jeune homme Kaname, qui n'est nul autre qu'un vampire. Et on a Zero, qui est ici un enfant de chasseur de vampires. On est dans une école où il existe la day class et la night class. La day class, c'est les classes normales des humains le jour, et la night class, c'est l'école des vampires la nuit, où il y a Kaname, le prince des vampires. Et on suit du coup ces deux jeunes gens-là qui, eux, sont les pions, en gros, de cette école. Ils surveillent justement que les vampires ne passent pas du côté des humains et que les humains ne passent pas du côté des vampires. Ça va bien être plus compliqué que ça, vous vous en doutez, puisque là, on a un espèce de triangle amoureux qui va être entre ces deux jeunes gens et cette jeune fille qu'on va petit à petit découvrir les secrets de famille et tout et tout. C'est hyper complexe. Là, je vous ai viré comme tome 7, j'étais en mode... Oh, on a encore un what the fuck. J'avais oublié ça. Parce que je crois que moi, j'ai regardé l'animé quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, et on s'arrête bien avant ça. Et j'avais oublié que des fois, les mangaka à l'époque, ils se prenaient la tête et ils faisaient des histoires hyper complexes pour pas grand-chose. Donc là, on a une nouvelle révélation qui change encore tout. Et je suis en mode... voilà, donc je suis un peu en mode oh là là, le tome 8 vient bientôt sortir, donc je vais quand même l'acheter parce que voilà, je suis un pigeon, j'ai clairement envie de lire la suite. Donc vous dire que j'ai bien aimé, ouais, vous dire que c'était cool, non. Franchement là, c'était lourd, les révélations, j'en pouvais plus, j'étais en mode ça plombe l'histoire les gars.
Mais bon, c'est pas grave, je continue, je pense que je vais aller jusqu'à la fin parce que j'ai envie de savoir la fin, j'ai envie de savoir la fin, le final de l'histoire, même si je me doute déjà de ce que va être la fin de l'histoire, quoique je peux très bien avoir des surprises, hein, parce que à l'époque, c'est pas comme maintenant, les mangaka, ils en avaient rien à foutre de tuer des gens et des héroïnes, ça y allait comme ils voulaient, hein. On en parle dans Death Note, mais c'est pas grave. Donc voilà, je suis curieuse de voir la suite. Et j'ai aussi lu Brume quasiment aussitôt que je l'ai reçu. On est sur le 3e tome. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui vit dans un village où il y avait une sorcière qui s'appelle Cassandra, je sais plus. Et cette sorcière a disparu et il y a plein de choses un peu bizarres qui se passent. Donc du coup, cette jeune fille qui se considère elle aussi comme une sorcière décide de repartir sur les traces de... Oh non, c'est pas Cassandra, c'est Naya. Oh, je sais plus. Bref, on s'en fout. Et donc du coup, elle va repartir sur les traces pour la retrouver. Et il va lui arriver de multiples aventures avec son meilleur ami qui est le plus peureux des peureux, un peu en mode Ron, vous voyez. Et ce petit cochon qui finalement eh bien, est peut-être le plus intelligent de toute la bande. Puisque cette protagoniste, pour une fois, n'est pas une gentille jeune fille pleine de bonté et tout. Non, c'est tout l'inverse en fait. Elle a un caractère acariâtre, elle est hyper... chiante, exigeante, têtue, elle fonce tête baissée, elle ne regarde pas, elle en a rien à faire des autres et de leur avis et de leurs sentiments, c'est elle. Et franchement, c'est un personnage qui détonne, on n'a pas l'habitude de voir ça, et elle se prend des gamelles et elle ne se remet jamais en question. J'étais en mode, en jeunesse, les gars, c'est quoi la morale de fin, franchement. Mais après, c'est vrai que on peut avoir une double lecture en étant adulte que je sais pas si la jeunesse aura et voilà, je suis très contente d'avoir lu, je pense du coup c'est le dernier tome hein, parce qu'au vu de la fin je pense qu'il n'y aura pas de suite, quoique si, un peu ils vont faire une suite parce qu'on a en gros la quête finale qui est résolue, on sait l'état devenu de la sorcière et voilà, j'ai bien aimé, mais je vous avoue que j'ai surtout aimé parce que graphiquement c'est juste magnifique, regardez-moi ça. Moi je piaille de bonheur devant cette beauté. C'est voilà, c'est typiquement graphiquement ce que je kiffe, voilà. Je surkiffe ce genre-là. Donc voilà, j'étais très contente de cette BD parce que je la trouve magnifique. Bien que je l'ai lu, je trouve à un moment qui s'y prêtait pas du tout parce que je regardais une émission et en fait comme j'avais des pubs sur mon ordi et que ça me saoulait, en fait je lisais 3-4 pages par-ci, 3-4 pages par-là à chaque fois qu'il y avait des pubs. Et je pense que ça a un peu gâché mon instant de lecture, même si j'ai passé un très bon moment à lire ce bouquin. Si je l'aurais lu d'une traite, je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié. Et on arrive à la dernière lecture que j'ai faite récemment et qui pour le coup ça va changer, ce n'est plus un graphique, c'est un roman. J'ai lu Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling, si je me trompe pas. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui vient juste de découvrir quasiment qu'elle est sorcière puisque sa mère est décédée et lui avait toujours caché la chose et elle va aller vivre chez sa tante et sa cousine qui vont du coup lui faire découvrir le monde des sorciers. Elle va faire son premier solstice à 19 ans, elle va rencontrer un jeune homme qui est là un peu en échange Erasmus et qui lui vient du Pays de Galles et il va y avoir une petite amourette d'été entre les deux jusqu'à ce que le mec lui annonce que eh bien lui, il est fiancé, il a une promise et il va retourner au Pays de Galles. Voilà. Sauf que elle le prend évidemment hyper mal et du coup elle va rompre avec lui et elle va couper les ponts. Elle a le cœur brisé et le soir, après avoir bu énormément avec sa cousine, elles vont lancer une malédiction sur le type qui lui a brisé le cœur tout simplement. Et ça va être assez drôle puisque c'est une malédiction vraiment comique en mode il aura plus la fossette pour séduire, il aura plus les cheveux nanani nanana. Mais on se doute qu'il va se passer quelque chose puisque comme leur tante leur dit toujours, il ne faut jamais mélanger magie et vodka. C'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Et on les retrouve 9 ans plus tard où ce jeune homme doit revenir sur les terres qui sont là puisque cette ville a été fondée par sa famille et c'est la journée des fondateurs et il y a tout un truc mystique à faire. Sauf que, eh bien, étant maudit en fait, en revenant là, il va maudire toute la ville puisqu'en fait il va faire la magie qu'il a maudit va se dissiper dans la magie aux alentours et donc il va y avoir plein de cataclysmes qui vont se passer et ça va être assez drôle puisque en fait ce livre je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a énormément d'humour, de quiproquos, de trucs assez what the fuck mais moi je l'ai pris en fait comme une romance de Noël mais en version Halloween et c'est totalement ce que c'est en fait, c'est une comédie d'Halloween mais romancée et franchement j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment. J'en ai lu une moitié avec Cynthia et une moitié
plus tard toute seule. Et quand je lisais la moitié avec Cynthia, je m'arrêtais toutes les 5 ou 6 pages en lui chopant des répliques que je trouvais mais hilarantes les deux. C'était franchement génial, j'ai adoré. On est vraiment sur des protagonistes qui sont littéralement faits l'un pour l'autre, c'est le coup de foudre, mais il y a tellement eu de quiproquos entre les deux que du coup c'est un peu plus compliqué, mais même quand ils se revoient 9 ans plus tard, ils le savent en fait, ils ne sont pas indifférents l'un à l'autre, donc j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment de lecture. Vous dire que c'est la lecture du siècle, non, mais voilà, c'est ce qu'on demande à une romance de Noël, et bien là c'est la même chose, mais c'est ce que je demandais à une romance d'Halloween. C'est ce genre de choses maintenant que j'ai envie de lire, des choses un peu plus fraîches, un peu plus novatrices, et enfin voilà, je suis très contente de cette lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vous ai parlé et montré. N'hésitez pas. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous et que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.